15 millions de dollars seront injectés cette semaine dans l'économie haïtienne afin de faire face à la montée du dollar. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel. La montée du billet vert par rapport à la devise nationale est due à une nervosité sur le marché, contrairement aux informations laissant croire que les facteurs responsables de cette hausse seraient le départ des ONG. Semaine, ça a nous mis 15 millions et Banque centrale a assez moyen pour lui continuer à intervenir, pour lui quand même relativement stabiliser le change. Dans ce sens, nous voulons rassurer tout le monde dans le public là, dans la communauté d'affaires là. Il n'est absolument pas question de baisser les bras, de dormir au volant et pour quitter le change là. Good là continuer de dégringoler. Parce que nous-mêmes, nous convaincus de un bagage, c'est que garder mouvement là que nous avons, qui pas rien pour avec réalité économique là. Les gens plus pour à une nervosité sous marché du fait de peut-être quelques incompréhensions que nous avons sur le récent développement. Le dollar aujourd'hui à la vente autour de 43 ou de 90 et je pense que l'important pour nous comprendre, la Banque centrale a 2 milliards de réserves brutes qui représentent plus que 6 mois d'importation, 1,2 milliard de réserves nettes. Et nous disposons tout intervenu pour que justement nous pas nos régime de change fixe, mais nous pas qu'à quitter non plus que nous avons des dépréciations de gouttes là qui viennent créer inflation, qui viennent créer problème dans le pays. Donc nous pas qu'à quitter ça en fait et nous prenons toute mesure qui est à la portée de la Banque centrale, que ce soit ses bons, que ce soit ses réserves obligatoires, que ce soit ses interventions directes sur le marché au niveau dollar, j'en dis 15 millions de dollars, pour que quand même nous permettre que le pays vive et maintenu une relative stabilité. Près de 11,5 milliards de gourdes sont déjà dans les caisses de l'État, couvrant les 7 premiers mois de l'exercice fiscal. C'est ce qu'a indiqué le directeur général des impôts, Jean-Baptiste Clark-Neptune. Il a annoncé également une augmentation des recettes internes. Le directeur de la DGI a fait savoir que de nouvelles dispositions et des innovations seront adoptées dans les prochains jours afin de pouvoir offrir un meilleur service aux contribuables. Si les chiffres disponibles sur les recettes internes de l'État inquiètent certains, le directeur de la DGI, lui, n'a jamais été si calme. Pas parce qu'il s'en moque, mais parce que ses résultats, dit-il, sont satisfaisants. Avec 11,5 milliards de gourdes collectées en 7 mois sur les 18 milliards prévus pour l'exercice, Jean-Baptiste Clark-Neptune ne cache pas sa satisfaction. Comparé aux recettes de l'exercice antérieur, les recettes ont augmenté d'à peu près 195 millions de gourdes. Et comparé aux prévisions, nous accusons un écart positif de 121 millions de gourdes. Donc, il n'est pas question pour la Direction générale des impôts pour y parler de baisse de recettes. Et ces chiffres ne sont pas tombés du ciel, à en croire le directeur. Un ensemble de dispositions a été adopté pour atteindre ces résultats. Citons entre autres la fixation de nouveaux tarifs fiscaux, l'intensification de la campagne de déclaration définitive d'impôts et de celle de dépistage de nouveaux contribuables, comme l'explique César Henri-Claude, chef de service des statistiques. Mise en production de l'e-déclaration, intensification de la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et la contrebande, le renforcement de la structure et de son centre de formation. Deuxièmement, la création d'une structure interne de pilotage pour assurer réforme qui enclenche l'administration. La création de la direction des petites et moyennes entreprises. La création de la direction des ONG. La DGI, semble-t-il, ne veut pas s'endormir sur ses lauriers. D'autres initiatives sont en cours, toujours afin de moderniser l'administration, afin de mieux servir les contribuables. Tous les bureaux régionaux de la DGI seront donc informatisés sous peu, annonce Yves Robert Jambard,
directeur organisation et méthode à la DGI. Un plus gros encore projet que nous avons gagné, c'est l'échange de données avec institutions étatiques. Pour le moment, DGI pas interconnecté vraiment et sur base manuelle nous fait échange avec institutions étatiques. Mais pour le moment, nous travaillons sur une interconnexion automatique avec le ministère des Finances, la douane, l'ONA, l'OAVCT, les mairies. Ça permet que si il y a des transactions, par exemple, qui sont faites dans le ministère des Finances ou dans l'OAVCT, automatiquement, information sur la DGI. Le ministère de l'économie avait espéré dans un premier temps 52 milliards de gourdes de recettes internes partagées entre la DGI et la douane. Après le passage de l'ouragan Sandy, cette prévision a été revue à la baisse et de 21 milliards, la part de la DGI est tombée à 18 milliards de gourdes. Notons que le sénateur Jocelyn Privert a encore exprimé cette semaine son inquiétude concernant un éventuel déficit de 18% par rapport aux prévisions pour cet exercice fiscal. Le Premier ministre Laurent Lamotte entame ce jeudi la dernière ligne droite dans le cadre de sa tournée au Brésil qui a pour objectif de renforcer les relations entre les deux pays. Le chef du gouvernement a rencontré mercredi la communauté haïtienne vivant en terre brésilienne et suite à sa rencontre avec ses expatriés, il a pu s'entretenir avec le maire de Sao Paulo avec lequel il a abordé plusieurs sujets autour de la coopération. Notre envoyé spécial, Wendell Théodore, était sur place. Il a recueilli les propos du chef du gouvernement. Suivez. Sao Paulo représente 12% de PIB Brésil. Et PIB ville non seulement, il représente plus de 220 milliards de dollars par an. Et son ville de 20 millions d'habitants. Et c'est une ville qui est développée en Amérique latine. Et maire là, c'est un ancien ministre, il était ministre sous Lula, il était ministre sous Dilma, il connaît la maire de la ville. Donc, il offre nous collaborer avec nous dans différents services publics. Un premier service, c'est le modèle que j'ai utilisé pour le transport public. Là. Donc, il va avoir une coopération technique en Haïti pour ça. Et tout, il va coopérer avec nous sur le système que j'ai utilisé dans la question de gestion des impôts et surtout gestion des TCA. Pas de je là. Non, je dis là, c'est la première rencontre. Donc, je dis à nous parler de cadre là. Et l'ambassadeur, après, il fait suivi à lui-même pour que l'accord a signé, pour que la coopération capable de commencer tout de suite. Il permet nous tout. Nous discuter de différents modèles, nous discuter de réalité haïtienne, nous parler de efforts que nous avons fait en Haïti pour nous capables de développer le pays. Et situation que nous joignons, une situation qui était quand même catastrophique, et nous sortis d'un tremblement de terre, côté nous avons 50% dans la ville pratiquement qui était en battante, côté que nous source de revenus très très difficilement et gérable, on dépend, Haïti dépend uniquement que de deux sources de revenus qui c'est là avec DGI, donc il faut que nous renforcer ça le plus que possible et venir avec des nouvelles sources et de nouveaux modèles tout. Des partenariats publics-privés, c'est ça, il fait un pile ça ici. Donc monsieur parle de modèles ça et Ville voulait collaborer avec nous. Donc très certainement, et nous allons faire suivi à tout ça pour nous capables même faire un jumelage de Sao Paulo avec la ville de Port-au-Prince. Donc c'est sur ça que nous allons, c'est sur le prochain projet que nous allons travailler. Le débat sur la légalisation ou non de l'avortement est lancé en Haïti suite à un atelier de réflexion sur le sujet initié par le ministère de la Santé publique et de la Population les 14 et 15 mai dernier. Si certains secteurs se sont montrés favorables à la légalisation de l'IVG, qui est l'interruption volontaire de grossesse, les églises s'opposent catégoriquement à cette démarche. En Haïti, pour chaque 100 000 grossesses, on compte 630 cas de mortalité maternelle.
un chiffre communiqué par le ministère de la Santé publique. Interpellée par cette situation, Florence Duperval-Guillaume estime nécessaire que des dispositions soient prises pour éviter que tant de femmes décèdent à cause d'une grossesse incompatible avec leur survie ou celle de leur progéniture. Pour la ministre, le recours à l'avortement est indispensable. Et c'est de là qu'est sortie l'idée d'élaborer un nouveau projet de loi qui puisse permettre aux médecins de sauver la vie de ces femmes enceintes. Ce sera un geste médical et thérapeutique de l'avis du docteur Guillaume. Thérapeutique pour la femme qui porte l'enfant et qui a peut-être une pathologie sous-jacente qui va être accentuée avec ce port de grossesse, et thérapeutique aussi en quelque part au niveau même de cet embryon que la femme est en train de porter et qui certainement ne survivra pas, qui peut devenir un poids économique. Gynécologues et obstétriciens partagent l'avis émise par la ministre de la Santé. Se référant à leurs expériences en tant que médecins, ils disent souhaiter vivement que cette loi voie le jour afin de ne plus être limités dans leurs interventions. Tour à tour, Vladimir Larsen et Robert Jean-Louis. Quand nous devons soigner les femmes, par rapport à cette loi, nous limiter. Or, la priorité de notre enseignement doit être accordée à la mère. Et maintenant, le fait que la loi est très restrictive pour quelle que soit la situation, l'interdit que nous agissons, lui permet, lui empêcher que nous-mêmes nous sauver des vies. Nous-mêmes, comme gynécologues, c'est un bout de chaîne, oui. C'est-à-dire que nous demandons un visa pour faire avortement. Nous-mêmes, nous avons lancé l'opération à Madada. Olga Benoît de l'organisation féministe Solidarité Femmes Haïtiennes salue également cette initiative du MSPP. Une décision qui arrive à point nommé, tenant compte de la longue lutte menée par la SOFA en faveur d'une meilleure santé reproductive. Raison en pile, nous gagnons droit, nous gagnons pour le décider. Nous gagnons là dans les tout problème qui arrive, la porte en grossesse et côté la vie en danger, problème tout et de femmes, de petites filles et qui enceinte après un viol, et puis toutes des conditions psychologiques et sociales qui apportent mon nom et gagner nécessité ou bien river à recours à l'avortement. Le secteur religieux de son côté ne voit pas de bon œil une loi devant légaliser l'avortement dans le pays. Les églises catholiques et protestantes mettent en avant le caractère sacré de la vie. Tour à tour, Monseigneur Pierre-André Dumas et le pasteur Clément Joseph. Mesdames, vous avez droit, c'est eux-mêmes qui portent le corps. Et mesdames, vous avez droit tout le fait que c'est eux-mêmes qui prennent décision ça. Mais si moun qui commence à faire là, c'est comme si lui-même n'a pas aucun droit. Et si moun ça tout, il est faible, il n'est pas brûler, pas de monde qui peut défendre ni. Et moi c'est là pour nous comprendre la position secteur religieux et particulièrement l'Église catholique qui dit que la vie est sacrée. La sacralité de la vie, il faut respecter. Dignité, il y a un monde qui commence à grandir, il faut respecter. Avorter, pour nous, c'est une activité criminelle. Il y a un petit monde qui gagne quelques jours, quelques semaines, qui confie dans ses mamans ou assassiner, il y a même signification avec un petit monde qui gagne quelques années que la caillou assassiné. Avant même de faire l'objet d'un projet de loi, la légalisation de l'avortement fait déjà l'objet de débats au sein de la société. Si ce document arrive à voir le jour, le ratifier risque d'être un cas de conscience pour bien des parlementaires.